Voilà, médecine personnalisée, big data. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis sûr que mes invités pourraient donner une meilleure définition, mais allez. En gros, on va dire que c'est une médecine un peu plus individualisée, une médecine peut-être sur mesure pour chacun, une médecine aussi informatisée, une médecine plus centralisée dans une banque de données. Donc, sans aucun doute, ça va aller vers une médecine meilleure, sans doute, plus performante, mais qui peut peut-être poser aussi quelques questions éthiques. Donc on va aborder tout cela. Et pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Marie-Christine Joland. Bonjour. Prenez un micro. Vous êtes directrice de recherche Bonjour. à l'INSERM. Vous êtes directrice du laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie des connaissances en e-santé. Donc il n'y a pas de secret pour vous sur ce sujet-là, je pense. Et nous avons également avec nous Dominique Chapelle. Vous êtes responsable de l'équipe projet Medisim. C'est ça, bonjour. C'est bien ça. Et vous êtes à l'INRIA qui couvre vraiment un champ très très large dans le domaine de la robotique, de l'informatique, du numérique, puisque vous faites aussi de la santé, la preuve. Eh oui. Eh bien, on va commencer par... Et puis alors, on attend aussi Pierre Tambourin, vous le savez, c'est le directeur général du Génopole, pour parler de génétique. Je pense et j'espère qu'il va nous rejoindre assez vite, mais il est un tout petit peu en retard. Je voudrais qu'on commence par prendre un exemple assez concret avec vous, Dominique Chapelle. Vous modélisez les organes, à savoir que vous les modélisez, mais vous les individualisez quasiment. C'est-à-dire que si vous prenez mon cœur, vous pouvez le transformer en cœur virtuel. Est-ce que c'est ça? Virtuel et personnalisé en fait. Donc ça comprend plusieurs étapes. D'abord la modélisation en tant que telle, qui consiste à mettre en équation les phénomènes fondamentaux qui régissent le comportement d'un organe comme le cœur. Et puis cette modélisation étant donc un système d'équations qui s'entendent comme étant à la fois explicatives, donc avec des relations de cause à effet, et puis quantitatives, c'est-à-dire qu'elles sont en mesure de générer des solutions numériques qui représentent l'évolution du système considéré. D'accord. Bon, alors si on prend un exemple bien précis, on peut parler des organes en général, on va prendre du cœur, parce que vous travaillez là de façon très concrète sur un cœur. Moi, je vais vous voir, non, je ne vais pas vous voir, vous n'êtes pas médecin, mais vous avez besoin de reconstituer mon cœur, par exemple, de façon informatique. Vous avez besoin numérique, vous avez besoin de quelles données pour que mon cœur, justement, puisse être utile, mon cœur numérique, virtuel, puisse être utile pour tester des produits éventuellement, des techniques thérapeutiques, etc. Voilà. Vous avez besoin de quoi pour avoir ce cœur individualisé? Effectivement, Fred, pour que le modèle puisse servir à représenter l'état et le fonctionnement et les évolutions de votre cœur en particulier, bon, non pas que j'espère que le vôtre ne nécessite pas spécialement d'intervention. J'espère. Mais ça peut servir aussi à des individus parfaitement sains. Donc pour arriver à cette étape, il faut commencer par personnaliser la modélisation. Et personnaliser la modélisation, ça veut dire, dans un premier temps, adapter la géométrie dans laquelle les équations sont écrites. Donc ça, c'est l'anatomie de l'organe. Et puis, dans un deuxième temps, et c'est au moins aussi important, si ce n'est plus, il faut personnaliser la caractérisation fonctionnelle du système à travers ses paramètres. C'est-à-dire que c'est les paramètres qui feront que le système répondra de telle ou telle façon en fonction des individus. D'accord, mais vous allez les chercher où, ces informations? À partir d'un scanner? Donc à partir de quoi? Pour ça, évidemment, on utilise toute la richesse des données dont on peut bénéficier dès maintenant sur les patients. Donc, en particulier pour la cardiologie, c'est l'imagerie médicale et c'est des signaux comme un électrocardiogramme, par exemple, mesure de pression, tension, etc. Donc, toutes les données sont bonnes à prendre. Oui, oui, allez-y. Juste une question, c'est quand vous dites personnaliser le modèle pour soi-même, est-ce que ça veut dire aussi qu'on va le faire en fonction des autres organes, de la place des autres organes, de la place du cœur, bien sûr. C'est-à-dire que le cœur n'est pas. Vous avez raison. Donc là, on rentre dans un niveau un peu plus sophistiqué, disons la modélisation, qui veut que le modèle d'un organe n'est pas isolé. Donc il interagit avec son environnement
Et il faut prendre en compte l'environnement en question également à l'étape de la modélisation et de la personnalisation du modèle. Tout à fait. D'accord. Donc, avec toutes ces données, et avec toutes ces méthodes d'investigation, un scanner, IRM, électrocardiogramme, vous arrivez à reproduire précisément et virtuellement le cœur de Monsieur X. Voilà, le cœur de Monsieur X tel qu'il est au moment où on a acquis les données, mais surtout le modèle il est prédictif. Et donc une fois qu'il a été personnalisé, Prédictif, ça veut dire quoi? prédictif, ça veut dire que il va, enfin en tout cas il est fait pour ça, il va répondre de la même façon que le cœur réel, que le cœur de l'individu, à telle ou telle modification des sollicitations, de l'environnement, etc. Et c'est tout ce qui est, c'est ce qui est D'accord. fondamental de la modélisation personnalisée. Donc là, on a un objet d'un seul coup sur un ordinateur qui est un cœur et on peut travailler dessus. Exactement. Donc forcément de façon non invasive puisque ça ne touche Exactement. pas du tout le patient. Le patient lui-même, ça devient une espèce d'avatar numérique du patient, en tout cas d'un organe du patient, Ouais. sur lequel on peut faire tous les essais possibles et imaginables sans aucun risque pour le patient. On peut se planter, en clair, Ouais. dans le modèle. Ouais. Ça n'a pas d'incidence sur le patient. D'accord. Ce qu'il faut, Donc, c'est ensuite, par contre, bénéficier de la stratégie qu'on a déterminée comme étant la plus efficace sur le patient, en termes de traitement, typiquement, pour ensuite l'appliquer vraiment sur le patient. Donc, c'est D'accord. là c'est là tout donc, l'enjeu. donc ce cœur-là, vous êtes capable de le fabriquer, vous, aujourd'hui, à l'INRIA? On est capable de fabriquer en toute modestie, oui. Oui. Évidemment, tout modèle a un régime d'application et de fonctionnement donné. Oui. Donc un modèle n'est jamais absolu, universel. Et donc on sait, à travers des campagnes de validation d'essais qu'on fait, on sait dans quel registre le modèle a des réponses qui sont précises, qui sont D'accord. correctes. Donc on a le cœur de Monsieur X qui a été reproduit comme ça. Donc maintenant on peut travailler dessus. Alors concrètement, on va travailler par exemple sur quoi? Vous m'aviez parlé de pacemaker par exemple. Voilà, donc déjà vous pouvez... Donc, typiquement, l'application principale qui découle de ça, c'est l'étude d'impact de différents scénarios thérapeutiques. Donc déjà, c'est la catégorie de traitements qu'on peut appliquer, qui peuvent être chirurgicaux, qui peuvent être médicamenteux, qui peuvent être pose de dispositifs comme des pacemakers. Donc déterminer sur un patient donné, à travers des essais sur toutes ces catégories, laquelle sera la meilleure. Et ensuite, dans une catégorie donnée, que ce soit un pacemaker ou pharmacologie, on peut tuner, on peut spécialiser le traitement sur le patient, l'optimiser en fait. D'accord, je customiser. voudrais rappeler Monsieur Pierre Tambourin qui nous a rejoint, venez nous rejoindre, directeur du Génopole. Merci beaucoup d'être avec nous, Bonjour. spécialiste de la génétique, qui va poursuivre et qui Bienvenue. va compléter ce débat de façon passionnante. Vous allez voir. On est en train de parler de cœur, d'un cœur reconstitué de façon virtuelle, ce qui permet comme ça de travailler de façon non invasive sur un cœur, de faire des tests. Là, on était en train de dire, on peut tester un pacemaker pour voir par exemple Voilà. s'il est bien placé, s'il a été bien posé, par exemple, c'est ça. Oui, ça c'est a posteriori. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de le faire a priori. C'est-à-dire à partir des données acquises sur le patient qui n'a pas encore de pacemaker, d'arriver à tester l'emplacement des électrodes du dispositif, leur synchronisation, de façon à optimiser le dispositif au patient. Mais ça, c'est très concret, hein, parce qu'il faut dire quand même Très parfois qu'il y a des patients qui ont besoin d'un pacemaker, mais il se trouve que le pacemaker n'est pas très efficace parce qu'il n'a pas Exactement. été posé. C'est pas parce que les toubibs ont mal travaillé, mais c'est simplement parce que c'est pas facile d'ajuster parfaitement un pacemaker. C'est pas facile et surtout, les stratégies qui sont employées couramment en cardiologie sont des stratégies qui sont standards, qui sont normalisées, si vous voulez, alors que certains patients nécessiteraient une stratégie qui serait vraiment personnalisée. Donc là, c'est l'intérêt du modèle. Alors ça marche, vous l'avez testé, vous, avec un travail sur un pacemaker, par exemple? Alors, nous, on a fait des preuves de concept sur quelques cas. On est en train de participer à une vaste campagne au niveau européen de validation sur un plus grand nombre de cas, sur des cohortes de patients. Ouais. Et à partir de là, on pourra envisager d'exploiter ça directement dans la pratique clinique. D'accord, alors là, on est sur un objet, c'est très physique, mais sur un médicament, par exemple, ou en pharmacologie, où est-ce qu'on en Alors, est? sur un médicament, là, c'est des travaux qui sont en cours. Donc, disons, c'est du même degré de complexité. Ça comprend différentes étapes, parce qu'il faut d'abord, il y a une étape qui consiste à regarder comment est-ce que le médicament arrive au niveau de l'organe qui nous intéresse. Ouais. Donc, c'est Oui. la pharmacodynamique. C'est plus complexe. Et ensuite, il faut modéliser l'effet du médicament sur le comportement du système lui-même. Donc ça, D'accord. c'est l'effet sur le modèle. Donc les médicaments, c'est c'est en un petit peu plus complexe. Est-ce qu'on peut C'est non, du même niveau de complexité, on va dire. même niveau de Ouais, complexité. ouais. D'accord. L'impact chirurgical, par exemple, est-ce qu'on peut travailler sur ce cœur virtuel Ça, on sait en déjà disant le faire. tiens, qu'est-ce qui peut se passer si je perds? Tout à fait, on sait déjà le faire.
on peut très bien tailler dans le modèle, comme on taille dans le cœur d'un patient éventuellement, pour supprimer telle ou telle partie nécrosée, par exemple, du cœur. Ça, on sait le faire. Et donc, le chirurgien connaît les risques de la procédure chirurgicale réelle. Le modèle permet, en plus, d'en quantifier l'impact. Alors que le chirurgien, sinon, serait obligé d'attendre le résultat pour pouvoir constater l'effet de ce qu'il a réalisé. D'accord. Cette modélisation d'organes, pour le moment, elle s'adresse à qui? À quel type de patient, si elle se développe? D'abord à des gens qui souffrent de pathologies? Pour l'instant, elle s'adresse, disons, sans doute le besoin sociétal qu'on a identifié en priorité, c'est les patients, effectivement. Normal. Plutôt atteints de pathologies cardiaques assez lourdes, Oui. de façon à pouvoir aller directement au plus pressé, si on peut dire. Mais au-delà de ça, on pourrait très bien envisager d'avoir des modèles personnalisés sur des individus Lambda. sains. Voilà. Donc, simplement, le modèle servirait à avoir plus d'informations sur l'état de leur cœur, faire un suivi personnalisé, là aussi à base de modèles, donc non seulement à base de données qui pourraient être captées par des dispositifs légers, des objets connectés divers, disons, mais aussi avec un modèle qui permet d'extraire on peut dire de donner plus de sens aux données. D'accord, ça signifie que je pourrais avoir sur mon smartphone une application où je peux suivre au jour le jour l'état de mon cœur et me dire tu manges un peu trop de sel en ce moment. Voilà, ou vous faites pas assez d'exercice. Voilà. Ou alors il faut aller voir votre cardiologue parce qu'il y a un truc un peu étrange. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être utile? Ou ça peut devenir gadget? J'en suis convaincu. Oui. Gadget, disons, certaines formes de suivi sont plus ou moins superficielles, on va dire. Ouais. Mais quand il s'agit de détecter un vrai risque de début de pathologie qui pourrait être très grave, là, je pense qu'on n'est pas dans le domaine du superficiel. D'accord. Mais dans les pathologies, bien sûr, mais aussi dans le suivi des organes et du corps, il faut avoir une certaine connaissance. C'est pour ça qu'on a besoin de médecins quand même autour de nous pour pouvoir analyser les données qu'on reçoit. Si moi je reçois des données sur mon cœur, je ne suis pas capable de les analyser. Bien sûr. Il ne s'agit pas de court-circuiter l'expertise médicale. Au contraire. Ouais. Il s'agit plutôt de la compléter, de l'alimenter, la nourrir en fait. Donc ces objets connectés, ils pourraient très bien envoyer des résultats synthétiques de mesures et de résultats de modélisation que le médecin pourrait exploiter, soit en continu ou en périodique, soit sous forme d'alerte. D'accord. Donc il ne s'agit pas... Alors le travail que vous faites actuellement, il peut passer dans les fêtes, il peut être opérationnel. Allez, je vais dire peut-être pas pour tout le monde, mais pour des patients dans un premier temps, dans combien de temps? Alors là, sur les phases qui ont déjà fait l'objet de preuves de concept, on parle de quelques années. Il s'agit de... C'est quoi? Quelques années? Quelques années, c'est 4 ans, 5 ans. C'est l'inertie des systèmes de santé, vous savez, pour se mettre en branle dans la pratique. Nous, chercheurs, on ne maîtrise pas ça. D'accord, ça peut s'appliquer, ce qu'on vient de raconter, sur le cœur, qui est évidemment l'organe, il est essentiel. Il y en a d'autres aussi, mais sur d'autres organes ou... Oui, tout à fait. Le cœur nous intéresse spécialement parce que c'est très complexe, c'est très vivant. Et puis c'est central, évidemment, dans les problématiques de santé. Mais ça peut s'appliquer à tout un tas d'autres organes. Il y a des chercheurs qui travaillent sur des organes importants aussi, comme le foie, pour arriver, par exemple, à produire des simulateurs d'opérations chirurgicales sur le foie. Il y a des gens qui travaillent sur le cerveau. D'accord. Et puis au-delà, il y a des chercheurs qui travaillent sur on va dire plus des maladies que des organes, comme évidemment le cancer. Le cancer est évidemment une des problématiques de santé les plus importantes également. D'accord. J'aimerais qu'on continue sur des exemples très concrets comme ça et qu'on parle de génétique. Merci de nous avoir rejoints, Pierre Tambourin. Je rappelle que vous êtes directeur général du Génopole. Je voudrais qu'on parle de génétique. On parle actuellement de génomique à grande échelle. Est-ce que ça signifie le séquençage du génome pour tous? Oui. Oui. Oui, dans moins de 5 ans. Dans moins de 5 ans. Pour tous ceux qui, d'une part, recevront cette indication de la part de leur médecin, pas nécessairement à la demande de la personne, et on peut prédire que dans moins de 10 ans, il sera connu de tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ça veut dire qu'on pourra connaître simplement le génome de chacun. Votre génome. Mon génome, c'est-à-dire votre système d'information, ce qui vous permet, vous, de bien fonctionner ou de mal fonctionner de temps en temps, sera connu de vous et du médecin.
D'accord. Et cette technique pour pouvoir connaître le génome, Oui. combien de temps ça prend pour connaître mon génome? Eh bien, en 2003, il a fallu plus de 10 ans de travail à 10 grands laboratoires et 3 milliards de dollars pour connaître le génome du premier génome humain, en 2003. Il y a 16 ans. Nous sommes, oui, un peu moins, 13 ans. Ouais, pardon, oui, 13 ans, pardon. 13 ans, et aujourd'hui, ce même génome, cette même opération, il a fallu donc 10 ans de travail à 10 laboratoires. Oui, Donc plusieurs centaines de chercheurs dans le monde qui se sont répartis le travail. oui. Aujourd'hui, il faut quelques jours à un prix qui avoisine les 1000 dollars. 1000 dollars seulement pour Oui. connaître le génome C'est la d'un... première fois, à ma connaissance, qu'en biologie, en médecine ou même en sciences, on a une décroissance aussi rapide d'un coup. Ceci résulte d'ailleurs de la fécondation de ce domaine par les méthodes physiques, en particulier photoniques, qui permettent de lire le génome, tout au moins la machine permet de lire le génome beaucoup plus rapidement qu'on ne le faisait à l'époque où on faisait ça, si vous voulez, à la règle, au stylo à billes, quoi. D'accord, donc a priori plus d'obstacles techniques, pas d'obstacles financiers, enfin 1000 euros. après, Encore on pourra en quelques parler. obstacles dans le sens où les données ne sont pas encore parfaites, Oui, mais elles d'accord. vont se perfectionner. D'accord. Sur le plan financier, c'est pas un objectif, surtout que j'imagine que ça va encore Non, diminuer. c'est l'enjeu qui est en train de se jouer en France actuellement et d'ailleurs aux États-Unis, en Angleterre, en Hollande, enfin dans tous les pays dits développés et même Ouais. parfois pas développés d'ailleurs, où le prix du génome est devenu tel que ça va devenir un examen en routine. Et on est en train de lancer en France un programme destiné à équiper les principaux hôpitaux français de centres de séquençage permettant aux médecins de disposer d'un outil nouveau dans ce qu'on appelle la médecine personnalisée, Oui. qui va permettre de choisir le bon médicament, le donner à la bonne dose par rapport à cette personne et dans la bonne indication. On prend un exemple concret, si vous le voulez bien. Le pour tout cancer, monde. le cancer dont on parlait, on sait que le cancer résulte d'anomalies génétiques. Chaque cancer, même lorsqu'il se ressemble au microscope, est différent d'un cancer à l'autre, et ceci résulte d'anomalies génétiques présentes dans ce cancer, pas dans les cellules normales de l'individu, hein. Ça apparaît au cours de la cancérisation. D'accord. Connaître ces mutations, ces anomalies génétiques permet d'utiliser les bons médicaments qui sont capables d'être efficaces contre ces mutations. Alors il n'y en a pas encore beaucoup, mais tout le monde connaît ici la révolution, par exemple apportée par la connaissance d'un récepteur particulier sur le cancer du sein, où on dispose de médicaments spécifiques qui vont lutter contre cette altération-là et traiter ce cancer-là pour cette personne-là. C'est ça la révolution. D'accord. Ceci est vrai pour les maladies, évidemment, type cancer, mais demain ce sera vrai pour les maladies génétiques, où on sera capable d'identifier pour tous les malades atteints d'une maladie génétique la mutation responsable de cette maladie-là. Et, espérons-le, pouvoir utiliser un médicament capable de lutter contre cette maladie-là. Mais on peut élargir ça à beaucoup d'autres pathologies, dans les pathologies cardiaques dont on vient de parler. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait bien, ou dans l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, on sait bien quand vous allez voir un médecin et que vous souffrez d'hypertension, il va vous dire bah, écoutez, on va commencer le traitement A. Si ça ne marche pas, vous venez me revoir dans 15 jours, on va faire le traitement B. Puis C. Bien sûr. puis D. Donc ça c'est très important. On va pouvoir adapter avec beaucoup plus de précision le traitement. Mais autre chose, on va pouvoir prédire aussi des risques. Alors, on arrive à ce qu'on appelle la médecine des 4 P. C'est quoi? Prédictif. Ouais. Une médecine prédictive, c'est-à-dire on pourra, avec une certaine probabilité, pas avec certitude, dire vous êtes arrêtez-vous de fumer parce que vous êtes vraiment très sensible au développement d'un cancer du fumeur, avec un seuil de prédiction qui n'est pas 100%. Hein, ce sera- Oui, bien sûr. Mais en tout cas, on sera capable de vous prévenir. Est-ce que ça Ouais. empêchera la personne de fumer? C'est J'en suis autre pas sûr. chose J'en suis pas sûr. Donc prédire. Prévenir, c'est-à-dire une fois que vous connaissez des susceptibilités, vous pouvez empêcher tel ou tel mécanisme de se développer, d'être au contact de tel ou faire des examens plus fréquemment. Oui. Puis personnaliser, c'est-à-dire que vous allez ajuster le traitement par rapport à ces deux données Oui. génétiques. Et puis quatrièmement, participatif, parce que toute cette médecine va nécessiter une appropriation par le malade de sa maladie de manière telle qu'il puisse lui-même être un acteur important de sa thérapeutique. D'accord. Bon, ça signifie que si on veut vivre dans un monde où il y ait de moins de risques possibles et un meilleur traitement, on va faire ces tests génétiques à la naissance. Il n'est pas alors ça pose des problématiques difficiles parce que, prenons un exemple, vous détectez à la naissance une altération qui est gravissime pour l'enfant. Doit-on le dire aux parents? La réponse est aujourd'hui apportée par le Comité national d'éthique et dit oui, vous avez un devoir d'information. Le droit à l'information d'ailleurs existe. Vis-à-vis de la personne qui souffre de cette anomalie, c'est nettement plus délicat. Pour une raison simple, c'est que si vous risquez d'altérer sa vie pendant le temps où il va vivre avec cette anomalie, le remède risque d'être pire que le mal. Et ça, c'est un enjeu éthique très difficile, qu'on règle en France de la manière suivante en disant c'est au médecin, au fond,
avec la famille, d'apprécier si le fait de dire sera bénéfique, il profitera plus de la vie, ou une mauvaise chose, il va vivre un drame tellement grave qu'il risque de se suicider. Voyons, vous avez vu ce qui se passait à l'annonce d'un gène qui susceptibilité au cancer du sein, où certaines femmes se sont fait retirer les 2 seins. Oui, d'accord. Donc, mais est-ce qu'on peut imaginer, justement, parce qu'on ne va pas demander l'autorisation à un nouveau-né de faire ça? Non, c'est les parents, bien entendu, qui... Oui, alors les parents, mais ce n'est pas quelque chose qui devrait être imposé ou Bien, c'est tout le débat éthique et juste que ça. Vous savez que l'une des données fondamentales du système de soins en France, c'est la confidentialité de l'information médicale. Bien sûr. Et on n'a jamais transigé là-dessus. Même dans le cas où un médecin sait qu'un de ses malades est atteint du virus du sida, qu'il a des rapports non protégés avec sa compagne, le médecin n'a pas le droit, il est interdit pour lui de dire à la compagne que son compagnon est atteint de sida. C'est au médecin d'imposer, d'essayer de convaincre la personne atteinte de la maladie d'informer sa compagne et de se protéger. D'accord. Et avec ça, avec tout ça, est-ce qu'on n'arrive pas à un risque de classification des individus? Dans le sens, on peut penser aussi aux compagnies d'assurance, par exemple. Alors, les compagnies d'assurance ont demandé, il y a déjà pas mal de temps, d'avoir des informations génétiques au prétexte qu'ils font faire des examens à leurs malades sur la tension, l'état de santé, etc. Là, on pénètre avec les données génétiques dans une forme d'intimité de la personne beaucoup plus profonde. Donc, je crois que ça sera toujours interdit. Vous pensez que ce sera toujours interdit? Oui, mais enfin, je l'espère. Ouais, mais le comité d'éthique est là pour veiller bien aux sûr. choses. Et il joue un rôle important dans ces domaines. En France, c'est différent d'ailleurs, c'est différent aux États-Unis. Alors, il y a sur certains problèmes des différences très culturelles du point de vue du concept éthique. Prenons un exemple simple. La France a interdit de travailler sur ce qu'on appelle les cellules embryonnaires humaines, parce qu'il faut sacrifier l'embryon même lorsqu'il est condamné à être détruit. Aux États-Unis et en Angleterre, on a été beaucoup plus permissif sur ces questions-là. Donc l'attitude éthique par rapport à une question donnée dépend beaucoup de la culture du pays dans lequel on est. Mais c'est pour cela qu'il faut garder une forme de homogénéité dans notre réflexion éthique et, si possible, interdire au plan mondial un certain nombre de pratiques. Par exemple, le clonage reproductif, c'est-à-dire le fait de vouloir reproduire à l'identique un individu pour des fins qu'on peut imaginer. J'ai toujours imaginé qu'il fallait l'interdire au plan mondial et ça a été fait ainsi. D'accord. Alors en plus, là, on parle, ça fait une masse de données énorme qu'il va falloir non seulement analyser, mais stocker aussi. Et puis les stocker où? Dans une sorte de coffre-fort quand même, inviolable. Oui, sous forme cryptée. Et là, il y a un des enjeux majeurs, puisque chacun sait que rien n'est inviolable aujourd'hui. Oui, et que par conséquent, la connaissance de ces données... Alors il y a 2 problèmes, c'est garder ces données confidentielles et anonymes. Ah d'accord. Enfin, il faut bien un code à un moment donné pour dire que ça appartient à... C'est là où sera toute la faiblesse du système, c'est le lien entre le code de la personne et l'information en question. Mais si on a 2 barrières de ce type très puissantes, on a un risque quand même extrêmement faible. Mais il existe, il ne faut pas le nier. Passionnant, parce qu'on est vraiment sur les progrès de la médecine, une médecine plus performante, mais en même temps toutes les questions d'éthique que ça pose. Marie-Christine Jolan, vous êtes à l'INSERM, et alors vous étudiez de près toutes ces données, ces e-données en fait. Quels sont les principaux problèmes qui se posent aujourd'hui? Déjà, si je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est sûr qu'on a une espèce d'un peu de contradiction entre le fait qu'on a ce problème vraiment de confidentialité des données au sein de systèmes qui sont protégés, et c'est une réalité. Et on le sait d'autant plus qu'on sait que pour certaines maladies, il suffit de 3-4 données pour connaître le diagnostic d'une personne. Et puis à côté de ça, on a une espèce d'ouverture immense des données. Comme on le voit sur les réseaux sociaux, les gens qui parlent de plus en plus, je crois qu'il y a 30% des informations qui circulent sur les réseaux sociaux qui parlent de la santé. Et on peut tout à fait imaginer que des gens qui ont accès à leur génome puissent en parler. À partir de ce moment, le problème de la... Si je vous permets d'une seconde, ça se fait d'ailleurs. Par exemple, il y a un gène qui prédispose au sommeil rapide, qui dure quelques secondes. Vous êtes dormi. Certains conducteurs de camions aux États-Unis sont allés voir leur compagnie d'emploi pour leur dire « Moi, je n'ai pas ce gène, vous pouvez m'employer ». Donc c'est ça l'un des dangers. D'accord. Donc voilà, on a une espèce de contradiction entre le fait que les gens, à partir du moment où ils vont posséder des données, certains vont les garder pour eux et puis d'autres vont les partager. Et ces efforts de confidentialité et d'éthique que l'on fait avec des lois très précises, mais qui sont plutôt pour les médecins en fait.
D'accord. Et pas pour les patients qui, eux, sont propriétaires de leurs données et font ce qu'ils veulent avec. Voilà. Après, il y a un autre point de vue, c'est sur le plan de l'efficacité. Parce que si on a tous ces échanges de données, c'est le point positif, ça, pour la médecine. Est-ce que ça fonctionne bien? Parce que vous parlez d'hétérogénéité. Alors nous, on travaille plutôt sur les systèmes d'information. Alors on en a vu des très très beaux exemples de systèmes d'information qui sont pour lesquels, et grâce aux outils et aux méthodes du big data qui font référence à des gros volumes de données, donc le big data développe ces nouvelles technologies, ces nouvelles méthodes et font des systèmes d'information très très performants. Par contre, ce sont des systèmes d'information qui sont créés, je dirais, de novo. Ils collectent les données pour cette raison et ils traitent les données pour cette raison. Aujourd'hui, on a un problème qui est un petit peu plus transversal, c'est que des données sont déjà, depuis des années, collectées dans des bases de données, dans des systèmes d'information qu'on aimerait bien faire parler entre eux, mettre les données ensemble, les faire parler ensemble pour bien coupler des données. On n'y arrive pas à cause... Ils ne parlent pas le même langage? Parce qu'ils n'ont pas le même format de stockage des données, parce qu'ils n'ont pas le même... C'est pas décrit dans le même vocabulaire et parfois même dans la même langue. Alors on peut prendre l'exemple de maladies rares où on a peu de patients. Et si on veut créer des registres, on a besoin d'aller chercher des patients un peu partout en Europe. Et le problème, c'est que les données de ces patients-là, elles sont dans des systèmes, dans des formats différents, dans des vocabulaires différents et dans des langages différents. Pourquoi? Parce que les mots utilisés par les médecins n'ont pas été les mêmes ou Parce que ces bases de données sont créées un jour par un informaticien qui était sur place. Au niveau local, on sait très bien comment ça fonctionne, mais ça ne dépasse pas le niveau local. Et la solution qui est le travail que nous faisons, nous, essaye de standardiser, c'est-à-dire d'amener les gens à partager la façon dont ils décrivent les choses. Donc une hypertension, ce sera un peu toujours la même. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on va obliger les gens à parler tous le même vocabulaire, à parler tous ça dans la va même normaliser langue. parce qu'il y a quand même dans la médecine quelque chose qui est particulier, c'est cette relation individuelle entre le patient et son médecin. Alors s'il faut avoir un langage standardisé... Le langage standardisé, il est pour les systèmes, il est pour les machines. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est que les gens qui vont construire ces systèmes d'information soient capables de... L'INRIA, par exemple, qui fait ça très bien. Pardon ? L'INRIA qui devrait faire ça fait ça très bien et qui soit capable d'expliciter la façon dont il stocke les données à ses standards. Alors, il y a les standards de format de données. Finalement, il y a un exemple très simple, le tabac. Si vous allez chez un médecin, il va vous demander si vous fumez, il va vous répondre oui ou non. Ouais. Chez un autre médecin, il va vous demander combien de cigarettes vous avez. Et finalement, vous allez avoir deux données qui décrivent la même chose, mais qui ne se comprennent pas. D'accord, donc difficile à analyser après quand un autre médecin va quand un autre médecin, un humain va être toujours capable de réinterpréter les données qui sont décrites par quelqu'un d'autre parce qu'il partage les mêmes connaissances, mais un système d'information, un système informatique ne sait absolument pas faire ça. Il faut donc standardiser les modèles d'information, il faut standardiser la sémantique qui est au-dessus, le sens que l'on donne aux données. C'est comme ça. Je vais prendre un exemple. Si vous décrivez un diagnostic dans un système, une appendicite par exemple, et que ce système-là doit communiquer avec un autre système, cet autre système, pour lui, c'est une chaîne de caractères. Ça ne veut rien dire. Si vous avez associé ce terme à des connaissances dans lesquelles vous explicitez qu'une appendicite, c'est une maladie de l'appendice, que c'est une inflammation, qu'on peut faire de la chirurgie, que ceci, que cela. Si vous avez explicité dans un modèle de connaissances tout ça, votre donnée, ce sens-là, elle sera transportée dans l'autre système. Donc l'autre système sera capable de réinterpréter parce qu'il aura cette connaissance partagée. D'accord, et donc une meilleure efficacité. Comment ? Et donc, le but, c'est d'aboutir à une meilleure efficacité. Le but, c'est d'aboutir à une meilleure efficacité. Le but, c'est de faire en sorte que des données qui sont produites, collectées pour des objectifs très précis, puissent être réutilisées dans des systèmes plus larges, qu'on puisse combiner des données qui viennent de la génétique, de la clinique, de la biologie, de l'imagerie, etc., parce qu'elles partagent un même sens. Autre exemple tout simple, c'est
la tension artérielle. En clinique, elle est mesurée par une pression. Si vous avez une sténose sur une artère, c'est aussi évocateur d'une hypertension. Si vous avez une mutation sur un gène, c'est aussi évocateur d'hypertension. Je crois que c'est le gène NHE3. Et bien finalement, votre système sera capable de dire « Oh, ces 3 patients, ils se ressemblent ». Alors que ces données sont complètement hétérogènes et qu'elles ne se comprennent absolument pas au niveau de la donnée. Seule la connaissance peut faire en sorte qu'elles se comprennent. D'accord, donc très bien, si on veut se résumer, je suis désolé parce que ce débat est un peu concentré et un peu court, tellement le sujet est passionnant. On me dit en régie, bon c'est passionnant, on continue, mais là on est obligé aussi de passer la main à nos amis. C'est la fête de la science, donc on doit découvrir tout ce qui se passe sur ce lieu. Il y a des choses aussi très très intéressantes. Si on se résume, c'est donc une médecine qui apporte un progrès terrible parce qu'on a vu prédire des maladies, pouvoir de façon non invasive travailler sur des organes. Ça pose des problèmes éthiques, mais il y a encore un petit problème quand même, c'est celui du langage pour que tous les systèmes arrivent à bien se comprendre. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce débat très compliqué que vous avez réussi à bien synthétiser. Merci beaucoup à vous et on se retrouve tout de suite sur le forum pour une autre expérience en direct.